Nanga va s'adresser à la nation, je crois que ça sera demain. Il va parler demain. Il va bien. Je ne suis pas son porte-parole. Hein, parce que quelqu'un me pose la question, Boni Nanga, je ne suis pas le porte-parole de Nanga. Il va parler demain. Selon toute vraisemblance, il va parler demain. Vous l'entendrez. Je suppose que il va probablement dire que l'AFCM 23 n'est pas concerné par les accords qui ont été signés hier. Je suis en train d'imaginer son discours et que il va probablement attaquer la tyrannie et la dictature de M. Tshisekedi. Je fais comme ça, hein, en rêve. J'essaie d'échafauder un peu son discours. Il dira probablement que cet accord, le M23, n'est pas concerné par cet accord, ce n'est pas son affaire. Il dira que le M23 est un mouvement révolutionnaire, un mouvement de libération qui exerce sur pied de l'article 64 de la Constitution, c'est-à-dire que l'article qui appelle tous les Congolais à s'opposer à ceux qui prennent le pouvoir ou veulent l'exercer par la force. Et M. Tshilombo est illégitime, M. Tshilombo est illégal. Le M23 n'est pas une rébellion, c'est une révolution sur pied de l'article 64. Il va rassurer la population en disant qu'ils n'ont pas abandonné la population, qu'ils vont lutter jusqu'à chasser M. Tshisekedi. En tout cas, ça sera comme ça. Je suppose, hein, on va voir demain. On va voir demain. Perrault travaille certainement dans la rédaction des discours de Corneille Nangaa. Non, je suis en train de me projeter. Je me projette. Mais je sais que Nangaa va parler demain. Il va bien. Même si je ne suis pas son porte-parole parce que je parle de ça. Miko Ezamo Pandi. Allô, 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 allô. C'est bon? Le son est bas. Le son est bas. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Je parle de ça comme ça. Voilà. Je parle de ça comme ça. Mais de toutes les façons, il parlera demain, il va bien. Je rigole parce que j'ai vu quelqu'un sur les chats me dire mais Bokanga Libanga, Bokanga Libanga. Mais ils ont l'émission Mabangate. Toboka Mabangate, Tobama Mamboka. Toboka Mabangate. Augmentez le son, s'il vous plaît, Mr. Perrault. Il y en a qui disent que le son est bon, il y en a qui disent que le son n'est pas bon. Je suis un peu partagé. C'est bon, son Isaac Kitoko. Allez, voilà. Bon, Matsabasson, on a un téléphone, Nabino, bon, Matsabasson, plutôt, naba télévision, Nabino. Parce que bon, les gens disent que ça va maintenant, son Isaac Kitoko. Ok, donc je disais qu'il va probablement dire ça. Il va parler de l'article 64. Mais dans le fond, parce que j'ai vu certaines personnes condamner Kabila en disant expliquez-nous comment c'est Kabila qui était contre les M23 en 2013, expliquez-nous comment c'est Kabila qui a chassé les M23, qui les a même emprisonnés, se retrouverait aujourd'hui contre les M23. Et j'ai vu les gens condamner Kabila lorsqu'il a dit, ou ses proches lorsqu'ils ont dit que le contexte dans lequel les M23 exerçaient hier n'a rien à voir avec le contexte d'aujourd'hui. Mais ils ont raison. Ils ont raison. Parce qu'en réalité, le M23 d'hier était un mouvement subversif, une rébellion qui s'opposait à un pouvoir, qui s'opposait à un pays, à un pouvoir qui avait une légalité et une légitimité. On peut tout dire de Kabila, on peut tout lui refuser. On peut l'insulter comme on avait l'habitude ou comme certains le font encore aujourd'hui. Mais vous ne pouvez pas refuser à Kabila le fait d'avoir mis d'une certaine manière le Congo sur le rampe du développement. Il n'a peut-être pas réussi à développer totalement le Congo, mais il nous a quand même mis dans les starting blocks. Il nous a mis sur le rampe du développement. Il a fait ce qu'il a pu. Parce que si l'on compare, lorsqu'il prend le pouvoir en 2001, et là où il laisse le pouvoir en 2018, les amis, soyons honnêtes, ce jeune homme de 29 ans qui a pris le pouvoir tout en étant jeune, a donné au pouvoir, a donné à la nation ses lettres de noblesse. Il incarnait un certain pouvoir, il incarnait un certain sérieux dans l'exercice du pouvoir, et il a quand même accompli des choses que nous pouvons citer aujourd'hui.
C'est vrai que tout n'a pas été correct. Tout n'a pas été correct. Aujourd'hui, moi, quand je parle des pro-Kabila, quand je parle avec eux, je leur reproche deux choses. La plus grande faiblesse des Kabila, la plus grande, alors la plus grande, aura été son manque de suivi, et son manque de sanctions. Kabila, ce n'est pas un homme qui suivait le projet. Et il n'avait pas la main lourde pour sanctionner. Ça, c'est son premier grand défaut. Il avait une vision, mais il a manqué un peu la capacité de suivre. Il a peut-être oublié qu'il travaillait dans un contexte africain, avec des Africains, issus de la génération des Mobutistes et des grands voleurs. Lui, il déléguait le pouvoir, mais il ne prenait pas soin de suivre et surtout, il n'avait pas la main suffisamment lourde pour sanctionner. Ça, c'est parmi les grands défauts, le grand défaut des Kabila. Ça, c'est... Après, ils ont des explications, hein. Il faut qu'on se les dise. Kabila est un homme qui a une culture anglophone, et c'est un homme qui, au-delà de tout, aujourd'hui, on commence à faire la différence entre lui et Tshisekedi. On peut se rendre compte qui avait quand même une culture d'État, C'est un homme d'État qui respectait les institutions et leurs animateurs. Kabila est un homme qui avait un profond respect sur les institutions. Un profond respect. Poser la question à ses opposants qui l'ont rencontré, qui ont travaillé à un moment donné avec eux. Je parle avec mon vieux Olengankoy, parler avec Tchibala, avec lequel j'ai travaillé, j'ai eu des très bons rapports, un rapport très proche. Vous allez vous rendre à l'évidence que c'est un homme qui, à son contact, éblouissait, impressionnait ses interlocuteurs qui avaient de lui l'image que nous tous on avait, quoi, l'image publique qu'on avait de lui là. C'était un homme d'État qui savait respecter les institutions. Un premier ministre était un premier ministre. Un président de l'Assemblée était un président de l'Assemblée. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, Kamere s'est fait insulter comme un mouton. Il ne représente rien. L'Assemblée nationale, le Sénat comme des institutions, il n'y a aucune séparation de pouvoir. C'est Tshisekedi au point où le Parlement peut arrêter sa session pour chanter Happy Birthday à Félix Tshisekedi. Ça, c'était la différence de Kabila. Donc, il n'a pas été parfait, il a eu ses erreurs. La deuxième grande erreur de Kabila, c'est le fait de s'être laissé entourer de ceux qu'on a appelés des caciques. Il n'avait pas mis en place des mécanismes de suivi, il n'avait pas la main lourde pour sanctionner, et en plus, il s'est laissé créer autour de lui une classe de bandits et de voleurs, de grands voleurs, qui se sont fait appeler des caciques. Ce sont ceux-là qui lui ont rendu un très très mauvais service. Ça, je n'oublierai pas. Je me rappelle plus c'était quand, lorsque sa femme, maman Olive Lembea, un jour, il est sorti de leur maison, il priait, il disait, Zambé, paye ça papa, combo là, entourage de sortir à ma autour à papa. Après, j'ai vu que certains caciques de l'entourage de Kabila en avaient fait un problème. Lui-même, après, il a reconnu qu'il n'avait pas 15 bons collaborateurs et qu'il a dit que c'était difficile d'avoir des bons collaborateurs. Donc, ces deux éléments, donc, la délégation du pouvoir sans un suivi approprié et sans des sanctions. Deuxièmement, la création autour de lui de ce qu'on a appelé des caciques qui l'ont à un moment donné pris en otage. Il n'y avait pas de possibilité d'émergence d'autres intelligences. Les jeunes qui n'étaient pas parrainés par des caciques n'avaient pas droit au soleil. Donc autour de Kabila, pour être nommé, pour avoir droit au soleil, il fallait être sous la coupole, il fallait être sous le contrôle d'un cacique. Ce qui fait qu'autour de lui, il y a eu des camps. Batoaboye, Petit Aboye. Et ce sont ces camps qui l'ont pris en otage, qui ne l'ont pas d'une certaine manière aidé. Qui ne l'ont pas aidé. Mais lorsque vous regardez dans le fond, vous regardez vraiment dans le fond, Kabila, c'est quand vous comparez avec Tshisekedi, c'est le jour et la nuit. Je ne fais pas l'avocat de Kabila.
Alors, lorsqu'il vous dit que le M23 d'hier et le M23 d'aujourd'hui, le contexte est différent, ce n'est pas la même chose, je vois les gens l'attaquer, mais je corrobore et je confirme cela. Le M23 d'hier s'attaquait aux institutions établies, légalement et légitimement. Le M23 d'hier s'attaquait à un pouvoir qui a trouvé le pays en miettes, qui s'est battu d'une certaine manière pour ravauder ce pays, pour doter la République des institutions et de la constitution qu'on avait. Et les M23 d'hier, c'était des vrais rebelles. Mais aujourd'hui, les M23 d'aujourd'hui, c'est une résurrection du pouvoir. Le M23 d'aujourd'hui est une sorte d'appendice. C'est des gens qui ont d'abord été créés par le pouvoir actuel. C'est déjà ça la différence. La différence fondamentale réside même au niveau de la source même, au niveau de la jeunesse, de la création, de la naissance du M23. Le M23 d'aujourd'hui sont des partenaires de M. Tshisekedi. Parce que ces gens, lorsque Tshisekedi prend le pouvoir, ils étaient en prison. Ces gens, lorsque Tshisekedi prend le pouvoir, ils étaient dans des camps de déplacés en Ouganda. C'était un mouvement vaincu, fini, et ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Tshisekedi lui-même qui l'a dit. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on dit que Kabila a vaincu le M23 en 2013, il y a des gens qui viennent vous expliquer, oh non, c'est faux. Non, Tshisekedi lui-même, accusant le Rwanda, il a dit que c'est les Rwandais qui armaient le M23. Pourquoi ? Parce que le M23 était un mouvement déjà vaincu en 2013. Si le M23 a les armes aujourd'hui, ça ne peut provenir que du Rwanda parce que c'était un mouvement déjà vaincu. Ça, ce n'est pas moi. Ça, ce n'est pas moi. Ça, c'est... c'est Kabila, c'est plutôt Tshisekedi lui-même qui l'a dit. C'est M. Tshisekedi lui-même qui... attendez. M. Tshisekedi lui-même qui... excusez-moi, hein, je suis juste en train de vérifier quelque chose. Donc, c'est déjà ça la différence. Ici, vous avez un pouvoir qui... arrivé au sommet du pays, est allé convoler annonce avec un mouvement vaincu, à ressusciter ces mouvements, la première chose. La deuxième chose, c'est aussi les intentions de la lutte. Tshisekedi est un homme illégal. C'est un homme qui prend le pouvoir par la force aujourd'hui, qui l'exerce par la force également. En 2023, ce que Tshisekedi a fait, ce n'est pas des élections. Monsieur a fait un véritable braquage électoral. Il a braqué les élections. Monsieur Tshisekedi, c'est une arnaque. Des machines à voter qu'on trouve dans des maisons des gens. Une élection qui se déroule pendant 7 jours, contrairement à la loi qui impose l'organisation des élections en 24 heures. Tshisekedi nous a pondu des élections de 7 jours. Donc pendant 7 jours, les gens étaient en train de voter. Et par-dessus tout, il s'est donné un résultat stalinien avec 74 ou 73% des voix. Il y a tellement de bruit dans la... donc, bon, je vais m'empêcher d'entrer là-bas pour ne pas me distraire. Bon, les modérateurs ne sont pas là puisque c'est une émission qui s'est faite le matin. Je ne vois pas Vincent Blais, je ne vois pas Liliane K, je ne vois pas la Londoloise. Donc, non seulement que lui, il va ressusciter CM23, au-delà de la résurrection de CM23, il
pose des actions qui sont aux antipodes, aux droits établis en République démocratique du Congo. Il organise une arnaque, un braquage électoral qui frustre les gens. Au-delà de ces braquages électoraux, il réduit au maximum l'espace démocratique. Il éteint la liberté d'opinion et d'expression. Du coup, il ne laisse plus de choix aux gens que de prendre les armes pour lutter contre lui, parce que son pouvoir, il les fonde sur des tactiques, il les fonde sur des principes et des colonnes qui n'ont rien à voir avec la démocratie. Et c'est ce qui amène les autres à prendre le pouvoir. Donc, le M23 d'aujourd'hui, quand ils vous disent qu'ils sont en train de faire leur révolution sur pied de l'article 64, ils ont raison, totalement raison, parce que le pouvoir de M. Tshisekedi est un pouvoir de vol, est un pouvoir illégal, un pouvoir illégitime, issu d'un braquage électoral, d'un processus chaotique qui a amené un tyran au sommet du pays. Donc voilà, ça c'est la vérité. Parce que je vois les gens en train de se mouvoir lorsque les proches de Kabila essayent d'expliquer que les M23 d'aujourd'hui n'ont rien à voir ou non avec les M23 d'hier. Ils ont totalement raison. Ils ont totalement raison. Ils ont raison sur toute la ligne. Le problème que nous avons aujourd'hui au Congo, c'est M. Tshisekedi lui-même. Le problème du Congo, à l'heure où nous parlons, s'appelle Félix Tshisekedi. Vous pouvez monter, vous pouvez descendre, mais le problème, c'est M. Tshisekedi. C'est un incompétent. Incompétent jusqu'à la moelle épinière. Un homme qui n'a pas de postulat, des axiomes de gouvernance. C'est sa gouvernance claudicante qui nous pose problème aujourd'hui. C'est la bande des frappeurs et des messieurs inutiles qui l'entourent aujourd'hui qui amènent le pays là où il se trouve aujourd'hui. Donc Tshisekedi est responsable en tout et pour tout de ce qui nous arrive. Mais évidemment, comme lui n'assume jamais rien, quand il parle, c'est toujours les autres, c'est toujours les autres, c'est toujours les autres. Il est l'homme de la politique de l'enfer, c'est l'autre. Donc voilà... la vérité est celle-là. En tout cas, bienvenue Nabino. C'est dimanche aujourd'hui. On va faire donc cette émission pendant un peu plus d'1 heure. Et on pourra éventuellement se retrouver également à 21 heures pour une deuxième session des décrits informations. J'ai dit bien on pourra, pour que vous ne me teniez pas rigueur. Mais, comme je vous l'ai dit, à chaque fois que je commence mes émissions, les amis, vous ne vous rendez pas compte de la bêtise. Vous ne vous rendez pas compte de la situation de votre pays. Le Congo est au bord du gouffre. Un homme inutile, sans importance, sans vision, est arrivé à la tête de notre pays. Il est en train d'asphyxier nos espoirs. Il est en train de nous rendre malades. Il est en train d'amener notre pays vers l'abîme. Cet homme, c'est Tshisekedi. Tshisekedi est un cancer. Tshisekedi est une peste. Tshisekedi est une maladie. Nous devons l'extirper. Nous devons les plaquer au sol pour sauver le pays. Chers compatriotes, partout où vous me regardez, vous avez donc la responsabilité de vous lever pour sauver votre pays. Et je voudrais le répéter aujourd'hui, sauver le pays commence par notre capacité à plaquer Tshisekedi au sol. J'ai vu une image d'une femme, la ministre de la Jeunesse. Elle s'est fait tellement tirer dessus sur son incompétence, son manque de présence, manque d'initiative. Et là, je la vois, elle a lancé une opération, pas de maison sans drapeau. La ministre de la Jeunesse est en train de distribuer des drapeaux. On suit ces reportages et on se voit après. Maison, un drapeau, une campagne lancée par le ministère de la Jeunesse et Éveil Patriotique. Na Congo nyonso, une maison, un drapeau. Ici nyonso tozalaka. Biso tosangana na makanisi ya mama Noela.
que tous souhaiter 65 ans d'indépendance le 30 juin. Là, combien c'est à la Nasra? Beaucoup tous à la. Tout la qui s'est même bandé on a mis sur Est que tous ces Sigamoro tous ces lots. Donc, message à ma casse, il y a moi, que qu'importe ma gambo de Kanambuka, tout Tigali, Moko, Ngo Cannabis, il y a moi, chaque maison, là, on est l'obligé de donner, qui se monnaie, qui a mis nos Sengeli pesi koko chango osalina no salongo liboso Isika nyonso tozalaka biso tosangana na makanisi ya mama Noela. Une maison, un drapeau en français. Ouais, et ça que tous souhaiter 65 ans d'indépendance le 30 juin. Là, combien c'est à la Nasra? Beaucoup tous à la. Toute la qui s'est même bandé on a mis sur Est que tous ces Sigamoro tous ces lots. Donc, message à ma casse, il y a moi, que qu'importe ma gambo de Kanambuka, tout Tigali, Moko, Ngo Cannabis, il y a moi, chaque maison, là, on est l'obligé de donner, qui se monnaie, qui a mis nos Sengeli pesi koko chango osalina no salongo liboso Allez, on est de retour sur ce plateau. On est de retour sur ce plateau. Ce reportage que vous venez de suivre, c'est la ministre de la Jeunesse de la République démocratique du Congo. C'est une certaine Noela Aye... Comment on dit Ayeganagato, si c'est Ayeganato. Noela Ayeganagato. Voilà. Noela. Noela, eza maman yo, mwana mwasi yo. Wapi na l'aksabino longinaye. Azali ministre, voilà. C'est elle la ministre de la Jeunesse de la République démocratique du Congo. Elle vient de lancer une opération qui s'appelle Une maison, un drapeau. Donc, elle, comme ministre de la Jeunesse, le projet qu'elle a pour la jeunesse, c'est là, depuis qu'elle est ministre, la première fois que je la vois sur terrain, la première fois que je la vois prendre une initiative, c'est une maison, un drapeau. Les amis, regardons-nous en face. Monsieur Tshisekedi, dites-moi, une maison, un drapeau. Quel est l'impact d'une maison, un drapeau? Qu'est-ce que Noela Ayeganato veut nous dire? Ou elle veut peut-être nous montrer sa beauté? Bon, belle elle est quand même, hein? Reconnaissons-le. Jeune, belle, énergie. Toute l'énergie, toute la beauté qu'elle a avec sa jeunesse, avec tout ça, elle va mettre ça dans des histoires, une maison, un drapeau. On devient ministre pour mettre en place des politiques publiques. On devient ministre non pas pour du buzz. C'est ça, en fait, c'est ça le problème. Lorsqu'on est ministre, on a en charge un département particulier de la vie de la nation. Et en tant que ministre, on a la responsabilité de mettre en place des politiques publiques pour améliorer la situation de ses compatriotes dans le département et dans les domaines dont on est responsable. La jeunesse de la République démocratique du Congo a énormément de problèmes. Noela Ayeganato est un ministre. Peut-elle vous dire quel est le plan, quels sont les projets qu'elle, comme ministre, a mis en place contre cette jeunesse totalement abandonnée, désœuvrée, qu'on retrouve dans des coins des avenues en train de fumer du chanvre. Contre cette jeunesse qui s'adonne aujourd'hui, pour cette jeunesse qui s'adonne aujourd'hui au Koulouna, cette jeunesse qui passe son temps à courir derrière les hommes politiques, sans espoir, sans avenir. Qu'est-ce qu'elle pense? Qu'est-ce qu'elle fait? Quel est son projet? Quel est son programme pour l'amélioration de la jeunesse en République démocratique du Congo? Rien. Je rappelle ici qu'elle-même elle est jeune. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, un ministre touche
à peu près 45 ou 50 000 dollars de salaire le mois. Entre 45 000 et 50 000 dollars de salaire le mois. Ça, c'est son salaire. Elle a une Jeep officielle, Yamounene. La République lui donne. Elle a des frais de fonctionnement. Elle a des frais secrets de recherche. Elle a tellement de rubriques. Quand on met tout ça, on se rend compte que la République dépense des millions de dollars pour des personnes qui ne foutent absolument rien, qui nous servent absolument à rien. Il multiplie les conférences des... Le conseil des ministres, il multiplie les conseils des ministres à gauche et à droite, alors que dans le fond, il n'y a rien. Dans le fond, il n'y a rien. Je vais juste te demander je suis en pleine émission et je demande à une de mes modératrices de rentrer un peu pour réguler un peu la situation sur le terrain. Donc, excusez-moi. Excusez-moi, s'il vous plaît. Bah, ça c'est... Likez la vidéo, les amis. Hein. S'il vous plaît, je vous demande de nous aider à liker la vidéo, surtout que nous sommes en direct. Et elle, le projet qu'elle amène, le projet qu'elle met en place pour la jeunesse de la République démocratique du Congo, c'est une maison, un drapeau. Une maison, un drapeau. Posez à Noëlla Aeganato ici la question, qu'est-ce que ça veut dire une maison, un drapeau? Une maison, un drapeau. Qu'est-ce que les drapeaux que nous mettrons à la tête de nos maisons là? Et comme Mbelabiso Nini, une question. Une maison, un drapeau, ça va nous amener quoi? En République démocratique du Congo. Et comme Mbelabiso, vraiment, vraiment Nini. La République est dans la rue, les amis. La République est véritablement dans la rue. Les membres de la pègre bruxelloise ont pris en otage notre espoir. Ils sont en train d'asphyxier nos espoirs. Nous avons la responsabilité de nous lever pour sauver ce pays. Donc, ministre de la Justice, et le roi Monia Rolanda, Yangowana, et Ali, pas de maison sans drapeau. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Sans des maisons, sans drapeau. Entre-temps, ceux qui sont censés travailler pour améliorer l'image du pays, ceux qui sont censés travailler pour encadrer cette jeunesse sont véritablement dans la rue. Regardez cette image. Je crois que ça doit être une vieille image, mais que j'ai décidé d'exploiter aujourd'hui. Un policier qui rentre dans la voiture de quelqu'un. Bolanda image, t'écoutes après. Tu dois payer cher. Tu fais quoi dans notre voiture? Tu fais quoi dans notre voiture? Pas question de... Ah, tu m'as traité de PD, pas de problème. Tu m'as traité de PD, pas de problème. Allons-y, je vais appeler, on va vous arrêter. Pas de problème. C'est la police congolaise. Tu m'emmènes où? Qui vous a dit de monter? Vous demandez les documents et puis vous montez dans la voiture. Non, est-ce que il a donné vous avez précipité de monter dans la voiture. Ah bon, l'État connaît. Non, allons-y, là, allons-y. Ah. La force. Qui vous a dit de monter dans la voiture? L'État à côté. Qui vous a dit de monter dans notre voiture? Qui vous a permis de monter dans la voiture? Je dis, mais qui vous a permis de monter dans la voiture? Regarde comment vous partez de la voiture. Porte ouverte, portière ouverte, pas de problème. Parce que je vous dis d'arrêter, Qui vous a dit de monter? Vous n'avez pas le droit de monter dans notre voiture, monsieur. Non, de faire la troisième, c'est bien permis. Ce n'est pas permis. Oyez! C'est là! Commandant! Oyez, Mathieu!
arbitrairement. Ou bien on refuse, ou bien on fait ce que tu veux. Merci beaucoup. Yo, le col c'est bien. Vous n'avez aucun droit de monter dans notre véhicule. Mais c'est quoi ça? Tellement ça, on va côté la matière. Merci. C'est en Allemagne d'Afrique. Ça se passe en Allemagne d'Afrique. Le pays de Noëlla Ayegaganato, aussi c'est Ayegaganato, qui distribue comme plan pour l'amélioration des situations, de la situation de la jeunesse. Elle distribue des drapeaux, une maison, un drapeau. C'est ça le projet du gouvernement pour l'amélioration de la situation de la jeunesse au pays. C'est le pays de Noëlla Ayegaganato là. Ayegaganato, aussi c'est Ayegaganato. Ministre de la jeunesse, tout ce qu'elle trouve, c'est de vous distribuer des drapeaux. Et pour imprimer ces drapeaux, certainement, qu'a frappé Kuna la République, elle a eu des fonds, il fallait justifier ça, à créer Logomoroboye, une maison, un drapeau. Ça, c'est un policier. À un moment donné, les amis, nous tous, moi y compris, nous nous attaquons à ces roulages. Nous nous en prenons à ces roulages. Mais dans le fond, en fait, nous sommes aussi, je vais trouver les mots, pas égoïstes, mais nous ne faisons pas une bonne analyse. Ces policiers qui montent dans des véhicules des gens, ces policiers qui raquettent les gens, ces policiers qui triandent sur la chaussée, qui leur a demandé de se retrouver sur la chaussée? Qui les envoie sur nos chaussées? C'est l'État. L'État aujourd'hui, c'est qui? L'État aujourd'hui a à sa tête un inconscient, un irresponsable qui s'appelle Félix Tshisekedi. C'est des gens qui n'ont aucune formation, qui n'ont aucune déontologie, des gens qui sont affamés, des gens qui ne sont pas formés, des gens qui ne sont pas correctement payés. L'État lui-même paupérise ses policiers. L'État lui-même prive de la formation, de l'organisation, de la discipline de ces policiers. L'État prend des gens qui ne devaient pas l'être et il les envoie dans nos routes. Il les envoie sur nos chaussées. Ces gens-là se comportent de manière indigne comme ils sont en train de le faire. La société se retourne contre eux. La société les insulte. La société... Je n'applaudis pas ce qu'ils font. Mais j'amène le débat, j'amène la réflexion au-delà du simple comportement de ces policiers. Comment se retrouvent-ils dans la rue? Comment se retrouvent-ils à réguler la circulation routière? C'est l'État. La défaillance de l'État amène à observer et à vivre des scènes rocambolesques comme celle-ci. C'est l'État qui est responsable de ça. Nous avons un État défaillant. Un État qui a abandonné ses rôles et ses missions régaliennes. Un État qui est à l'abandon. Un État qui est totalement absent. Et aujourd'hui, l'État se retrouve dans la jouissance. Tu cherches l'État. Si tu veux retrouver l'État, va dans la jouissance. Va dans le détournement, dans le vol. C'est là où tu trouves l'État. Parce que le bandit qui est à la tête de l'État, appelé Helmut Ngeleka, a amené des comportements et des actions qui ne cadrent pas avec le bien-être collectif et avec le souci de chercher le bien pour nous tous. C'est ça l'État aujourd'hui. Nous jetons nous tous la pierre sur ces policiers. Bamiyibi, vous avez des militaires.
qui ne sont pas formés, aujourd'hui qui sont à Kisangani. Ils ont un pain après chaque une semaine. Des militaires qui sont blessés, qui sont abandonnés à leur triste sort. Des militaires qui n'ont pas de bouteilles d'eau. C'est quoi leur péché? Ils ont décidé de servir le pays sous le drapeau. Mais l'État les a abandonnés. Autant vous avez des médecins qui ne sont pas correctement formés, qui sont abandonnés. Chacun est obligé d'aller créer sa petite boutique sans l'inspection médicale, sans contrôle, sans quoi que ce soit. Qui amène à tout ça? C'est l'État. Nous avons la responsabilité de redonner à l'État ses lettres de noblesse. Nous avons la responsabilité de redonner à l'État sa grandeur. La grandeur de l'État aujourd'hui commence par la capacité à neutraliser la menace. Et la menace existentielle que nous avons aujourd'hui s'appelle Helmut Ngelekawa Bulumbu alias Félix Tshisekedi. Félix est un danger, est une menace pour notre pays. Nous avons véritablement la responsabilité de les plaquer au sol et de les neutraliser. C'est votre responsabilité à vous, c'est ma responsabilité à moi. Félix, il faut les plaquer absolument au sol, les amis. C'est un danger public. C'est bien de jeter la pierre contre ce policier. C'est bien de s'en moquer. Mais lorsque nous regardons de manière un peu plus sérieuse, nous nous rendons compte que là, ce sont les conséquences. Mais les causes qui amènent ces conséquences, qui amènent à ce comportement déviant de ces policiers, se trouvent au-dessus là-bas. Auprès de cet homme inconscient, irresponsable, incompétent, jouisseur, qui s'appelle Helmut Ngelekawa Bulumbu, alias Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est incroyable. Et je ne me lasserai pas de vous dire que vous avez la responsabilité de sauver votre pays. Les amis, laissez-moi aller directement sur le sujet pour lequel je suis venu aujourd'hui. Je voulais revenir un peu sur les accords. J'en ai parlé lors de ma dernière émission. Vous pouvez aller le revoir pour ceux qui ne l'ont pas regardé. Vous savez que M. Ngelekawa Bulumbu a signé des accords avec le Rwanda aux États-Unis d'Amérique. Replantons un peu les décors, regardons ces quelques images, et puis je vous dis ce pourquoi je suis venu aujourd'hui. Total. La signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda est prévue ce vendredi ici à Washington à 13h30 local. Il sera de Kinshasa. C'est un programme très léger en présence du secrétaire d'État américain Marco Rubio, Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la RDC, Thérèse Kayikwamba, et son homologue du Rwanda vont signer cet accord qui est censé mettre un terme à la guerre et obtenir le retrait inconditionnel des groupes armés. Ce texte, comme vous le savez, repose sur 4 piliers, à savoir le retrait des troupes rwandaises de la RDC, un cessez-le-feu global, l'engagement de ne plus soutenir des groupes armés, de plus des dispositions sur les désengagements, et le désarmement et l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques sont également envisagés. Selon plusieurs analystes rencontrés ici à Washington ainsi que des diplomates, il s'agit d'un texte très équilibré. La signature va marquer la fin de cette guerre essentiellement économique qui a duré plus de 30 ans en République démocratique du Congo. Une rencontre bilatérale est prévue à l'issue de cette signature entre la chef de la diplomatie congolaise et son homologue américain. Et dans la foulée de cet événement, Madame Kayikwamba a prévu d'animer une conférence de presse ici à Washington pour expliquer les tenants et les aboutissants de cet important accord. En ce qui concerne les textes lui-même, il s'y est de signaler qu'il est le même que celui qui a été paraphé il y a une semaine ici même à Washington. Les 2 ministres des Affaires étrangères sont déjà sur place dans la capitale américaine. Madame Thérèse Kayikwamba est accompagnée d'une forte délégation de la présidence de la République, ceux-là qui ont travaillé avec efficacité et discrétion sur cet important dossier. C'est donc un autre succès diplomatique important pour le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais c'est aussi le début d'un partenariat privilégié entre la République démocratique du Congo et la première puissance mondiale, à savoir les États-Unis.
retour sur ce plateau. Ça, c'est l'interview, plutôt le reportage qui a été diffusé par la RTNC. On suit les deux ministres des Affaires étrangères et puis je reviens, je vous fais mon analyse en attendant de vous retrouver probablement le soir pour une autre émission. Tolanda, ministre des Affaires étrangères, il y a Rwanda. Et puis Tolandi, ministre des Affaires étrangères, il y a République démocratique du Congo. Fait un complet, quoi. Thank you very much. In the agreement we signed, we have taken the concept of operation for the neutralization of the FDLR, which is a vicious genocidal movement, and the lifting of Rwandan defensive measures. So this was already signed last year in November, so we will implement it. This concept of operation to do both things, to neutralize this movement, which has been destabilizing Rwanda for many years, and to lift our defensive measures. As for the M23, in the agreement also, we have decided to rely on the Doha talks, because there are currently talks between the AFC M23 and the DRC government to have a peace deal also that will complement the Washington peace agreement. So both things are taken care of. Thank you. Mr. President, will be these questions, and I'll start with the first one, and it's a completely legitimate one. There is, of course, a lot of curiosity, a lot of expectations, especially for our countrymen and countrywomen who are living still under occupation right now. And so, first of all, when will the agreement be implemented? The agreement enters into force upon its signature. So I think it's very important when we say that the work has now begun, it truly has begun now. So we are not looking at an agreement that is due to be implemented or enter into force in an unforeseeable time. The obligations start at the moment where the signatures have been made on the document. Now, what does that mean concretely? And I know that this, there are very specific expectations that people have. The agreement is large and covers a lot of issues, but I know that a lot of the attention and focus goes towards the presence of foreign armed forces in the DRC, including foremost the RDF. I think it's important here to go back to what the agreement itself says. The agreement refers to the CONOPS, the concept of operations, a document which was adopted in the framework of the Luanda process, which has two main pillars and two main obligations, if you want, for the DRC and for Rwanda. Obligations that actually have as a core foundation the acknowledgement, the mutual acknowledgement of security concerns that each of the country has. Our security concern, of course, is the respect of our territorial integrity and the respect of our sovereignty. And that translates into our expectation to see Rwandan troops return to Rwanda and leave the DRC. Rwanda's security concern in the context of the CONOPS was the issue of, or still remains the issue of, the FDLR and their neutralization. So the agreement is very clear on this. When it comes to the issue of the Rwandan troops and their presence in the DRC, we speak of a disengagement, or as Rwanda calls it, the lifting of its defensive measures, which is due to be implemented through the framework of the CONOPS. The CONOPS foresees in a sequential approach the withdrawal of the troops, as well as operations and efforts towards the neutralization of the FDLR. So, again, as I said, the accord or the agreement enters into force upon its signature, and there are mechanisms put in place and foreseen by this agreement precisely to make sure that action follows the words that have been pronounced. And so there are different mechanisms that will rapidly be put in place to make sure that both Rwanda and the DRC, but also the accompanying countries and facilitators, are on board to make sure that all are held accountable towards the implementation of this CONOPS, and more concretely, the withdrawal of troops as well as the neutralization of the FDLR. The second question... Allez, vous avez un peu une idée sur ce qui a été dit avec le reportage de la télé Zahir, et vous avez le point de vue de tous les ministres. J'ai décidé de revenir aujourd'hui, alors que la dernière fois j'ai fait une émission, parce que j'avais lancé un défi. Et aujourd'hui, le malheur pour moi est que
j'ai encore une fois de plus raison et ce défi n'a pas été relevé. Souvenez-vous que je vous ai dit ici que l'accord qui vient d'être signé n'est pas un accord de paix. C'est un accord commercial qui a été signé de manière éhontée et qui met de plus en plus encore la République en danger. Je me pose la question de savoir, est-ce que Wabolumbu est-il conscient des fonctions qu'il occupe? Ngeleka est-il conscient des responsabilités qui sont les siennes? Félix est un homme dangereux, alors très très dangereux. J'ai dit ceci, que l'accord qui a été signé est un accord commercial qui n'a rien à voir avec la paix. Et j'ai démasqué ici une philosophie communicationnelle. Parce que ce soit Tshisekedi, son gouvernement ou ses communicateurs, ils ont voulu s'accrocher à un programme, à un mot, le désengagement. Et quand vous suivez même le reportage de la télé Zahir, on vous explique militairement ce que ça veut dire les désengagements. On dit que le désengagement est plus global que le retrait, le désengagement, etc., etc. J'avais lancé un défi ici. J'ai dit, publiez l'accord, montrez-nous un extrait, montrez-nous un paragraphe de cet accord. Je retire le retrait, je vais dans le sens du désengagement, où le Rwanda est reconnu comme étant présent en République démocratique du Congo, et où le Rwanda reconnaît qu'il va se désengager de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on a publié cet accord, il n'y a aucun extrait, aucun paragraphe, aucun paragraphe qui condamne le Rwanda et qui appelle le Rwanda à quitter la République démocratique du Congo. Les amis, laissez-moi vous dire encore d'autres vérités. Cet accord qui a été signé vendredi, je le répète, est un accord essentiellement commercial qui n'est pas de nature à résoudre le problème des sécurités que nous avons dans l'Est de la République. Ceux qui pensent que, ou ceux qui applaudissent l'accord en disant, écoutez, les Américains vont venir, je vous ai lancé un défi et j'ai pris rendez-vous avec vous. De toutes les façons, l'avenir dira qui avait tort et qui avait raison, parce que l'avenir est le meilleur allié de la vérité. On va voir dans les jours qui arrivent si on retrouvera Bunagana, on va voir dans le mois qui arrive si on va retrouver Goma et Bukavu. De toutes les façons, l'avenir va nous dire. Cet accord est un accord commercial. Il ne peut pas être un accord de paix dès lors que les signataires n'ont pas les statuts de belligérants. Un accord de paix est signé entre deux parties belligérantes qui se livrent une guerre ou qui sont aux antipodes sur terrain. Or ici, que ce soit la République démocratique du Congo, le maître fainéant qui est à la tête du pays, Helmut Ngeleka Wabolumbu, c'est lui qui a dit Boye bisaye asakanana ba mosusu mena fati betonte mokengeli yabana Congo. C'est lui qui vous a dit lisez sur mes lèvres à la moindre escarmouche, j'ai réuni les deux chambres du Parlement, je déclare la guerre contre le Rwanda. C'est lui qui vous a dit que vous n'avez pas de problème avec les Rwandais, que vous devez, vous Congolais, aider les Rwandais à se débarrasser d'un Hitler qui s'appelle Paul Kagame. C'est lui qui vous a dit qu'à partir de Goma, Tokoki ko touche Kigali wana. Tokoki ko beta Kigali wana partir à Goma. C'est lui qui vous a dit qu'à la mort d'un seul Congolais, pas deux, regardez-moi bien, pas deux, un seul Congolais, un seul, nous allons toucher Kigali. Celui-là, jusqu'aujourd'hui, il n'a pas eu la moindre escarmouche, il n'y a pas eu un seul Congolais qui est décédé, Paul Kagame n'est plus Hitler, celui-là jusqu'aujourd'hui n'a jamais déclaré la guerre contre le Rwanda. Non seulement qu'il n'a jamais déclaré la guerre contre le Rwanda, mais lui qui prétend avoir une diplomatie agissante sur terrain, n'a pas réussi à faire reconnaître la présence du Rwanda, alors qu'il a un document fondamental à main
c'est le rapport des experts des Nations Unies qui établit clairement qu'il y a présence de l'armée rwandaise. On parle de 7 000 à 12 000 hommes sur le sol congolais. Même avec ces rapports produits par les experts des Nations Unies, le Congo, avec sa diplomatie agissante, a été incapable de faire admettre à la communauté internationale et au monde entier que le Rwanda est présent chez nous. Au point où, dans toutes les rencontres internationales, que ce soit avec la SADC, que ce soit avec l'EAC, que ce soit avec le CEAC, aucune rencontre internationale, ni même aux Nations Unies, aucune résolution, aucune rencontre n'a condamné le Rwanda ou n'a reconnu officiellement le Rwanda comme étant présent en RDC. Donc on ne peut donc pas signer un accord de paix dès lors que sur terrain il n'y a aucune belligérance. La Russie est en guerre contre l'Ukraine. L'Ukraine est en guerre contre la Russie. Aujourd'hui, s'ils vont négocier, ils vont signer un accord de paix. Parce que les deux pays sont en état de belligérance. Ici, le Congo n'a jamais déclaré la guerre et le Rwanda n'a jamais été reconnu. Tout en étant présent en RDC, il n'a jamais été reconnu comme étant présent au Congo et le Rwanda a toujours nié sa présence. Du coup, on ne peut pas parler d'un accord de paix. Ce qui vous amène à croire que ces chiffons-là, que Wabolumbu vient de vous faire signer aux États-Unis d'Amérique, est une clé qui va vous amener la paix dans votre pays, vous trompe. Et l'avenir nous donnera raison. Nous sommes ici. Les images et les sons ne s'effacent plus. Je vous avais dit, coupez ces extraits, on se reverra. Mais regardez maintenant, là où le Congo est en train de se piéger, le Rwanda a tout gagné et Kabila sort aussi gagnant de cette situation. Les amis,